Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose qu'on continue notre découverte des divers composants dont on peut avoir besoin en modélisme, notamment en modélisme ferroviaire. Et aujourd'hui, on va voir un gros morceau, bon, et ça va aller tout seul. On va voir le transistor. Alors, on va voir le transistor bipolaire, hein, le BJT, bipolar junction transistor. Euh, on va d'abord, alors attention, là il y a trois pattes. Alors ça, souvent les débutants, ça peut leur faire un petit peu peur le fait d'avoir une troisième patte. Là jusque-là, on a vu que des trucs à deux pattes, mais vous allez voir, ça va aller tout seul. Donc on va voir l'utilisation un peu du transistor bipolaire. On va l'utiliser vraiment nous dans un mode tout ou rien. Soit complètement bloquant, rien ne passe, ou alors soit complètement passant, le transistor laissera passer le courant dont on a besoin. Donc on va d'abord s'intéresser comme d'habitude au, au symbole. Donc là on voit qu'il y a effectivement trois pattes. Alors il y a deux symboles parce qu'il y a des transistors NPN et des transistors PNP. Alors au niveau du symbole, qu'est-ce qui change? C'est le sens de la flèche. Là on voit que sur le NPN, la flèche sort du transistor, alors que sur le PNP, la flèche rentre dans le transistor. Le PNP, on peut se rappeler au niveau mnémotechnique, le PNP, la flèche pénètre, comme P, hein, pénètre dans le transistor. Tout simplement. On voit que les broches sont notées sur un schéma, elles ne sont pas notées, hein, attention. Elles sont notées CBE ici. Alors le C c'est pour collecteur, le B c'est pour base, et le E c'est pour émetteur. Et là, quand même, on voit ici cette flèche, elle peut un peu intriguer. On pourrait se dire qu'ici, peut-être, on a l'équivalent d'une diode. Ça y ressemble quand même un tout petit peu. Et effectivement, c'est ça qui va se passer. Entre la base et l'émetteur, on va avoir l'équivalent d'une diode. Qui dit diode, dit donc tension de seuil, hein, on l'a vu dans les autres vidéos. Tout simplement, ici, on va avoir une tension de 0,6, 0,7 volts, comme on a vu avec les diodes, exactement la même chose. Donc, on va d'emblée, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe, une petite analogie avec l'hydraulique. Alors là, je vous ai fait un petit truc vite fait, c'est pas terrible comme animation, mais ça va permettre peut-être de comprendre. Ici, on a un gros tuyau qui peut donc laisser passer beaucoup d'eau, hein, tout simplement. Ici, on a un petit tuyau sur le côté qui peut donc laisser passer très peu d'eau, hein, un débit beaucoup plus restreint. Ici, on a un robinet. Et ici, on a une sorte de clapet mobile qui peut donc basculer sur ce pivot là. Bon, on va voir ce que ça peut faire si on peut comprendre le transistor avec ça. Donc on va commencer par ouvrir un petit peu le robinet ici. Donc logiquement l'eau arrive jusqu'au clapet. Et puis ça pousse un peu le clapet. Le clapet s'ouvre et on a déjà un petit courant d'eau. Donc on a un petit courant électrique, un courant électrique qui passe entre du collecteur à l'émetteur. Tout simplement. Donc là, le transistor commence à laisser passer du courant. Bon, très bien. On va encore ouvrir encore un peu plus le débit ici, là, je parle bien de débit, hein. Donc si je parle de débit, je parle de courant. Je ne parle pas de tension. Bon, la tension, on a vu que ce sera 0,7 sur la base, mais ça ne va plus bouger après. Ça sera régulier, nos 0,7 volts. Ici, donc, on va ouvrir un peu plus le robinet pour laisser passer plus de courant. Et qu'est-ce qui se passe? Ça pousse encore un peu plus notre clapet, là. Et là, toute l'eau peut passer dans le gros tuyau et on se retrouve ici sur l'émetteur, on se retrouve avec l'eau du collecteur plus l'eau de la base. Voilà. Alors le courant de la base est tellement généralement tout petit qu'on peut le négliger ici, mais bon, il passe, ce courant de base là, il passe bien ici jusqu'à l'émetteur. Et quand le transistor est dans cet état, ben, on dit qu'il est saturé, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va le voir donc dans ces deux manières, soit complètement bloqué, donc là,
aucun courant ne passe, c'est-à-dire comme ça là, exactement comme ça, voilà. Ou alors complètement saturé, tout le courant passe, voilà, tout simplement. Si on a compris ça, déjà, ça va pas mal. On continue. Quand même, quelques courbes, il y en aura très très peu aujourd'hui. On va aller directement au but et on fera une simulation sur Tinkercad qui sera encore plus visuel sûrement que sur LTSpice. On aurait pu le faire sur LTSpice, mais là, sur Tinkercad, ça sera encore plus visuel, ça sera pas mal pour faire ça. Là, on voit que on a le schéma de base pour commuter. On a une charge là, on veut l'alimenter grâce à la commande d'un transistor. Hein, c'est ça, un transistor, ça va être une commande. Tout simplement, avec un tout petit courant, on va pouvoir faire circuler un courant beaucoup plus fort pour notre charge. On voit que l'entrée en rouge ici, ça donnera cette courbe-là. La base en vert, ça donnera cette courbe-là. Et le collecteur ici en jaune, ça donnera cette courbe-là. On va expliquer un petit peu ces courbes. On va imaginer que sur l'entrée ici, on applique une tension progressivement qui monte progressivement. Alors tant que ça monte, très bien, hein, ça monte, pas de problème. On a toujours... Alors au départ, évidemment, on a nos 9 volts ici, puisque là, entre le collecteur et l'émetteur, au départ, quand le transistor est bloqué, c'est comme si on avait un interrupteur ouvert. Donc ici, on retrouve bien nos 9 volts de l'alimentation, pas de souci. Donc on continue à monter la tension ici sur l'entrée. Et puis une fois qu'on va atteindre 0,7 volts ici, les 0,7 volts vont se stabiliser entre la base et l'émetteur. Et ça ne bougera plus. On aura toujours 0,7 volts. Et à partir de là, le transistor commence à passer du courant entre son collecteur et son émetteur. Et du coup, la courbe jaune, là, au départ, tant qu'on n'a pas 0,7 volts, on voit qu'on a non 9 volts ici, mais dès que le transistor se met à passer, ici, forcément, on se retrouve avec la masse, parce qu'il commute la masse quelque part. Là, ça sera comme un interrupteur fermé. Et du coup, le point ici collecteur se retrouve à 0 volts. Donc là, ça c'est intéressant parce qu'on voit qu'on a une information inversée. En fait, quand on n'a pas de tension ici ou trop peu pour déclencher le processus, ici on a 9 volts. Très bien, on a la tension de l'alimentation. Et par contre, quand on a une tension et donc un courant qui circule ici, ici on a 0 volts. Donc l'information est inversée. On peut s'en servir pour inverser tout simplement une information électrique. Voilà. Donc ça aussi, si c'est... vous affolez pas si vraiment... si vous avez un petit peu de mal, mais vous allez voir, ça va être très très simple. On va aller assez droit au but. Une dernière petite courbe quand même pour la route. Ça c'est ce qu'on appelle la courbe de transfert. On voit que là il y a deux régions sur cette courbe. On a une région ici qui monte de manière linéaire. Puis après on a une région où ça reste assez plat. Il y a une légère pente mais vraiment très très peu. Donc là ici, ça c'est le moment où le transistor commence un petit peu à être passant mais il ne laisse pas passer tout. Donc on est dans sa courbe linéaire et à partir du moment où on a atteint le régime de saturation, on aura beau augmenter le courant dans la base, le courant entre collecteur et émetteur restera à peu près stable. Ça continuera à monter mais très 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 peu. Voilà. Et donc cette courbe ici, elle est définie par ce qu'on appelle le bêta. Alors où c'est que j'ai noté ça, je vais quand même vous lire. Donc on voit deux régions sur cette caractéristique, une région de régime linéaire, ici, pour laquelle IC, donc le courant de collecteur, est égal au bêta. Alors c'est quoi le bêta? Ça va être le gain du transistor, ça va être le gain en courant qu'il va pouvoir donner. Donc IC égale bêta multiplié par IB. IB c'est le courant qui circule, qu'on va faire circuler entre base et émetteur.
et une région de régime saturé où même si IB continue d'augmenter, le courant IC n'augmente plus ou presque plus. Donc IC égale bêta fois IB, c'est la formule clé de la commande d'un transistor bipolaire. Cette formule n'est valable que pour la région linéaire, évidemment, on va le voir, c'est-à-dire tant que le transistor n'est pas saturé. Voilà. Tant qu'il n'est pas saturé, ben effectivement, on a une montée linéaire entre le courant de base et le courant de collecteur. Mais à partir du moment où on atteint le régime de saturation, eh ben, on a beau augmenter IB, ça n'augmente plus, IC n'augmente plus vraiment. La constante bêta, donc, qui est en fait la pente de caractéristique de transfert en régime linéaire, s'appelle le gain en courant. Et ça va être très très important pour le choix du transistor, par exemple. Et il est donné par le constructeur sous la forme d'une plage de gain garantie pour un échantillon de composants. Donc ça, on va le voir vite fait sur un datasheet, ici un 547. Quelques petites caractéristiques intéressantes. Entre le collecteur et l'émetteur, un BC547, on peut lui mettre 45 volts. Bon, ça très bien, c'est pas mal. Ici, ben, le fameux bêta gain en courant, ben, là, le constructeur, il se mouille pas trop. Hein, ça peut être très divergent, même dans un même lot de 547, on va en trouver certains avec un gain très fort, d'autres avec un gain beaucoup plus modeste. Mais on va voir que ça va pas trop nous gêner. On peut compter en gros pour un 547 là, un 547B, on peut compter sur 290, un bêta de 290. Alors ça veut dire que le courant IC pourrait être 290 fois plus grand que le courant qu'on fait circuler dans la base. Ça donne une idée quand même du travail qu'un transistor peut faire. Là ici on retrouve notre tension de seuil de 0,7 volts. Voilà, quand le transistor va être saturé, on va avoir 0,7 volts entre la base et l'émetteur. Alors on va faire un petit jeu là avec des NPN, hein, les plus courants quand même, hein, à savoir à votre avis quelles sont les ampoules qui sont allumées, sachant que bon, la résistance, là il n'y a pas de valeur et il n'y a pas de valeur d'alimentation non plus, mais on va dire que la résistance a été calculée nickel et que si ça doit s'allumer, ça s'allumerait. Et bien là on voit que en fait là sur la base on n'en voit rien du tout. Donc on ne peut pas avoir une différence de potentiel entre la base et l'émetteur. Donc celle-ci, elle devrait être éteinte. Par contre celle-ci, là, on en voit ici le plus de la lime à travers la résistance. Ah oui, là on a forcément un courant qui circule entre la base et l'émetteur. Donc là, celle-ci devrait être allumée. À vous de réfléchir aussi chez vous. Ici par contre, là c'est pareil, la base est reliée à rien du tout, donc ça c'est éteint, c'est sûr. Là la base est bien reliée, mais elle est reliée au même potentiel que l'émetteur, donc on ne peut pas avoir une différence de potentiel, c'est relié au même potentiel. Donc forcément l'ampoule, là il n'y en a qu'une d'allumée, c'est celle-ci. Voilà, tout simplement. On peut faire le même petit jeu avec des PNP ce coup-ci, donc c'est grosso modo, c'est la même chose, mais on inverse tout. Donc maintenant, les transistors, là, je les ai mis en haut, tout simplement. Donc là, ici, c'est pareil, la base est reliée à rien du tout, donc là, il ne peut pas saturer, lui. Hein. Ça, c'est éteint. Là, ici, la base est reliée au moins. Et ça, c'est relié au plus. Alors, en calculons. Ah oui, mais n'oublions pas que ce sont des PNP. Ah, du coup, là, ici, on a une différence de potentiel. Et ouais, en fait, ici, on a une tension positive plus grande qu'ici. Donc forcément, là, ici, si ça a été bien calculé, évidemment, hein, on a une différence de potentiel. Ici, on a du moins, ici, on a du plus. Donc forcément, il se passe quelque chose entre les deux. Et ici, ça devrait être allumé. Bon, très bien, on verra. Ici, là, pareil, la base est reliée à rien du tout. Rien du tout, c'est-à-dire très haute impédance. Hein, on appelle ça comme ça.
Le dernier cas ici, oui, la base est bien reliée ici, mais en fait, c'est relié au même potentiel que l'émetteur. Donc, il ne peut pas y avoir de différence de potentiel entre les deux. Et là, donc, encore une fois, l'ampoule qui devrait s'allumer, c'est celle-ci. Et voilà, tout simplement. La lumière fut. Alors, on va prendre un cas maintenant très très concret. Parce que moi, c'est ça le but. Ce sont des vidéos vraiment de vulgarisation. Là, vraiment, je ne détaille pas, hein, tant pis pour les puristes. Mais on va voir un petit peu comment on peut s'en sortir réellement, de manière pratique. On va imaginer qu'on a un relais qui fonctionne en 24 volts et qui consommera 55 milliampères. Ça, on le sait parce que c'est le datasheet qui nous l'a dit, tout simplement. On a été voir la référence du relais en question et on sait qu'il consomme ça et qui fonctionne sous 24 volts. Très bien. Et on veut activer ce relais par une commande de 5 volts. Waouh! 24 volts, 5 volts. Ça fait quand même 19 volts de différence. Bon. Eh bien, on va voir que c'est tout à fait possible avec un transistor. Alors, pourquoi j'ai choisi ici une charge, un relais? Parce que du coup, ça me permet de vous parler d'une chose importante. Ici, on voit qu'il y a une diode placée à l'envers, en anti-parallèle, on appelle ça, à l'envers sur la bobine. Quand je dis à l'envers, ça veut dire que le moins est relié, en fait, le moins de la diode là, est relié du côté plus de l'alimentation. Et cette diode-là, ce qu'on appelle une diode de roue libre, elle va permettre de ne pas détruire le transistor au moment où le courant va être coupé. En effet, une charge inductive, c'est-à-dire des bobines, une bobine ou un moteur, ça emmagasine de l'énergie. Au moment où on coupe le courant, il se crée une haute tension, mais vraiment une haute tension. Et si on ne fait rien, ça détruirait le transistor. Donc on met cette diode ici, et tout simplement au moment où la surtension arrive, la haute tension arrive, elle est tout simplement amortie entre la diode et la bobine, elle s'amortit toute seule, comme ça. Jamais oublier la diode de roue libre. Alors certains relais ont cette diode intégrée, mais d'autres ne l'ont pas. Se renseigner avant, évidemment, parce que sinon, là, on détruirait tout simplement le transistor. Donc voilà, on revient à notre cahier des charges. Donc on nous demande d'alimenter un relais qui fonctionne en 24 volts, mais on veut le commander avec une tension de 5 volts, genre Arduino ou n'importe, peu importe. Et ce bestiau-là, ici, va consommer 55 milliampères. Bon, très bien. Et on va partir vraiment de la finalité, on va partir vraiment de cette finalité-là. 55 milliampères. Et on nous dit que le bêta, alors le bêta du transistor, je vous le rappelle, c'est le gain qu'il peut avoir en courant. Là, on nous dit que le bêta, il est de 150. Donc, c'est pas compliqué. On va faire IC égale bêta fois IB pour trouver IB. C'est-à-dire, il faut qu'on trouve, nous, le petit courant là qu'il faut faire passer entre la base et l'émetteur. Tout simplement. Donc on va diviser 55 milliampères par 150. Tout simplement. Et ça va nous donner 367 microampères. C'est-à-dire 3,67 fois 10 puissance moins 4 ampères. Là, attention, j'ai utilisé les puissances de 10, la notation scientifique. Ça peut être bien de réviser ça si vous avez oublié un petit peu ce qu'on a appris un petit peu à l'école, quoi. Donc ça peut être pas mal de manipuler ça plutôt que se coltiner plein de zéros après la virgule. Ça peut être pas mal d'utiliser les puissances de 10. Voilà. Très bien. Donc du coup, voilà, on sait que le truc, il a un gain de 150. Donc si on veut passer 55 milliampères ici, on peut le commander avec 150 fois moins. Tout simplement. Et 150 fois moins que 55 milliampères, ça donne donc 367 microampères. Bon, très bien. Voilà, on pourrait faire un autre calcul comme ça. Mais on va quand même s'accorder une sécurité supplémentaire. On va appliquer à ça un coefficient de sursaturation.
C'est-à-dire que le constructeur nous dit que le truc, il a un bêta de 150, mais bon, on se méfie. On ne sait jamais. Des fois, peut-être, il pourrait être un peu en dessous, le transistor. Et on va carrément pas s'embêter. On va carrément doubler le courant ici dans la base. Ce qui fait qu'au lieu de prendre 367 microampères, on va prendre le double. On va donc prendre 734 microampères à faire passer ici. Et là, ça y est, on a presque fini. Un petit coup de loi d'homme et c'est terminé. Voilà, ça va aller tout seul. Maintenant, on sait qu'on a une commande de 5 volts ici. Bon, eh bien, on va faire nos 5 volts, moins la tension de seuil de 0,607 là. Très bien. Ça va nous faire du 4 volts 3, divisé par le courant qu'il faut qu'on fasse passer ici. Et ça va nous donner la valeur de la résistance, tout simplement. Et là, on voit qu'on est à 5,9 kΩ. Bon, très bien. Et ça, on va pouvoir le vérifier sur Tinkercad. Alors, nous voici sur Tinkercad. Alors là, il n'y a pas de relais sur Tinkercad, il n'y a pas de relais en 24 volts. Et d'ailleurs, il manque pas mal de composants et surtout le peu qu'il y a, on n'a pas forcément leurs caractéristiques. Mais bon, pour faire ça, ça va aller très bien. Donc là, j'ai monté, vu qu'il n'y a pas de relais, ben, j'ai fait un montage avec des LED de manière à consommer 55 milliampères. Donc chaque LED là, va consommer 18 milliampères. Alors là, une petite parenthèse, ici j'ai mis des résistances qui ont l'air d'être des quarts de watts, mais là, mine de rien, il nous faudrait des demi-watts. Parce que, mine de rien, cette résistance, ou enfin, toutes les résistances vont avoir à leur borne une tension d'à peu près 22 volts. P égale UI, 22 volts multiplié par 18 milliampères, on est au-dessus du quart de watt. Donc, voilà, petite parenthèse fermée, mais toujours se méfier de la puissance P égale UI, ça, faut toujours l'avoir bien en tête aussi. Donc on va déclencher la simulation. Donc ici sur la base du transistor, ben, j'ai mis tout bêtement, comme le calcul nous l'a donné, une résistance de 5,9 kg. Et normalement, quand je vais appuyer ici sur le poussoir, alors donc on a deux alimentations, hein, une 5 volts qui nous fournit la commande et une en 24 volts qui nous fournit la puissance. Donc normalement, quand je vais appuyer ici, je devrais retrouver les valeurs qu'on a trouvées par le calcul. Effectivement, alors là je garde le doigt appuyé pour que les chiffres restent inscrits. Ici, on s'attendait à 734 microampères, on est à 723 microampères, hein, on n'est vraiment pas loin du tout. Et là, on s'attendait à 55 milliampères et on est à 54,7 milliampères. Très bien, donc ça fonctionne et ça fonctionne tel qu'on l'avait prévu, pas de problème. Maintenant, on peut s'amuser un petit peu. On a vu qu'on a appliqué un coefficient de sursaturation, c'est-à-dire qu'on fait passer le double de courant que ce qu'il faudrait normalement. Donc maintenant, je vais m'amuser à faire passer juste le courant qu'il faut. Donc pour ça, ben, je vais doubler la résistance ici. Tout simplement, au lieu de 5,9 kg, on va mettre 12 kg. Et on va regarder si ça fonctionne encore. Et normalement, ça devrait fonctionner quand même. Si le constructeur nous a vraiment vendu un truc avec un bêta de 150, ça devrait marcher. Donc effectivement, ben, ça marche, ouais, parce qu'on a perdu une toute petite décimale. Là, on était à 54,7, on est à 54,6, ça va. Et là, par contre, on est au lieu d'être à 723 microampères, on est plus qu'à 355 microampères. Donc on voit que vraiment avec un tout petit courant de commande, on peut quand même contrôler un courant beaucoup plus important ici. On va continuer, on va encore augmenter cette résistance, mais là maintenant on va l'augmenter vraiment beaucoup, on va lui mettre 47 kg. Et là normalement on devrait rentrer dans le régime linéaire, c'est-à-dire que là on ne devrait plus obtenir nos 55 milliampères, on devrait être largement en dessous. Et effectivement, voilà.
Là, on n'est plus qu'à 26 milliampères. Là, on est rentré dans le régime linéaire, tout simplement. Et là, on voit qu'on n'a plus que 91,2 microampères. Mais on peut s'amuser aussi à faire l'inverse. Ou même non, avant, on va encore augmenter la résistance. On va mettre 100 kg. Et là, on va voir qu'il ne va plus rester grand-chose sur la côté puissance. Il va rester encore un peu. Voilà. Mais on n'a plus que 12,6 milliampères partagés par les 3 LED. Hein. Donc ça fait 4 milliampères par LED. Voilà. On augmenterait encore. On peut le faire. Hein. On va le faire vite fait. Cette résistance. Alors des fois Tinkercad. Voilà. Des fois ça marche pas bien. On va mettre 220 kΩ carrément. Et là on va voir qu'il ne va pas rester grand chose. Voilà. Il reste 5,76 milliampères pour les trois LED. Donc en fait là, si je remplaçais mon bouton par un potentiomètre avec une résistance talon ici, eh bien, je pourrais obtenir l'allumage progressif de mes LED exactement comme je voudrais. Maintenant on va faire l'inverse. On était parti d'une résistance de 5,9 kg et on va essayer de voir si on peut gagner encore un peu en mettant une résistance beaucoup plus petite. Mais on va rien gagner du tout. On va encore plus sursaturer. Il faut faire quand même attention, il y a des limites à ne pas dépasser. Voilà, on voit que j'ai beau essayer d'augmenter le courant dans la base, ici, on est toujours à 54,7 milliampères. Par contre, ici, on consomme un peu plus. Donc, c'est complètement... ça sert à rien, là. Ça, c'est de l'énergie par les fenêtres. Et c'est vraiment pas le moment. Voilà, voilà. Voilà, en gros, ce que je pouvais vous dire d'emblée. Peut-être je ferai peut-être d'autres vidéos sur les transistors, parce que je me rends bien compte que là, je n'ai fait qu'effleurer le sujet, évidemment. Mais enfin, déjà, si vous avez compris à peu près ça, eh bien, on est plutôt bien garé. Voilà. J'ai pas parlé, on pourrait en parler vite fait, des transistors. Il existe aussi des transistors Darlington. Alors, c'est quoi? Tout simplement l'association de 2 transistors, soit NPN, soit PNP. On peut faire ça avec des transistors simples, hein. On peut les monter comme ça soi-même, ou alors on peut acheter un transistor déjà Darlington, c'est-à-dire qui contient 2 transistors montés de cette manière. Et là, du coup, le gain total, c'est le gain de celui-ci multiplié par le gain de celui-là. Et là, on peut obtenir des gains en courant de 1000, 10 000 sans problème. Par contre, évidemment, la tension de seuil entre la base et l'émetteur, elle est doublée, forcément, puisqu'on a 2 fois ces tensions de seuil. Alors, elle peut être donc si on a des tensions de seuil de 0,6, en tout, là, ça ferait 1 volt 2. Si on est à 0,7, plutôt à 0,7, ça ferait 1 volt 4. Voilà, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les transistors. Déjà, vous dire de manière à aller vite, droit au but, et sans trop rentrer dans des calculs d'apothicaire. Voilà. Il ne faut pas avoir peur à l'utiliser. Il ne faut même pas avoir peur d'en casser quelques-uns. Tant pis, vu le prix que ça vaut, on peut quand même essayer de ne pas en casser, évidemment. Mais bon, si vous en cassez, c'est pas si grave que ça, quoi. Faut essayer, et quand ça fume, on coupe. Voilà, tout simplement. Je vais évidemment continuer toute cette série sur les composants. On verra la prochaine fois de quoi on parlera. Et je vous remercie. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Abonnez-vous. Un petit j'aime aussi, forcément, ça fait plaisir. Et voilà, voilà. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.